Bonjour à tous. C'est un vieux débat qui revient dans les journaux. Le contenu du code électoral provoque à nouveau des discussions. D'abord avec un citoyen qui saisit la Cour constitutionnelle au sujet de son contenu, alors même que les 7 sages avaient déjà donné leur avis sur la question. Et comme un malheur ne vient jamais tout seul, c'est aux acteurs d'un cadre de concertation de donner de la voix sur la question aussi. Nous allons évoquer les deux éléments nouveaux et les soumettre à l'analyse des débatteurs tout à l'heure. Ce sera dans 1 heure environ. Deux invités ce matin sur Actu Matin. D'abord Fabrice Biguezoton, réalisateur et engagé. Il a produit un court-métrage sur les mutilations génitales féminines et nous dira pourquoi le sujet l'a intéressé maintenant que la campagne a fait reculer peu ou prou le phénomène. Notre deuxième invité est politique. C'est le président du bloc des jeunes de l'opposition. Ces jeunes qui ont choisi de s'affilier à un parti politique désormais. Quel est ce parti politique et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Nous allons découvrir lequel et pourquoi ils y sont. Bienvenue à tous. C'est donc le moment de faire le tour des productions de la presse ce matin. On va ouvrir avec Fraternité, Social, Environnement, Tourisme et Culture. Les enjeux prioritaires, audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral. Au menu, Wakano s'implante en République du Bénin, le potentiel de l'Afrique subsaharienne en tant que hub de voyage. Précision dans les colonnes du journal. Le matinal, l'interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire, le Ghana sur les traces du Bénin. Et puis Cotonou, des travailleuses de sexe interpellées. Le révélateur du jour, forum sur la coopération sino-africaine, les travaux démarrent ce mercredi. Et puis l'informateur, relecture consensuelle du code électoral, ce que suggèrent les confessions religieuses. L'économiste, Togo vers une industrie extractive plus transparente. Voici Dabarou chez vous ce matin, entrepreneuriat dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique à Parakou. Se fomente Dabarou pour briser les chaînes du chômage et du sous-emploi. Nous avons donc l'affiche du jour qui nous propose une actualité à Cotonou. Les travailleuses de sexe dans le collimateur de la police républicaine. Éveil info, la même information. Cotonou, des travailleuses de sexe interpellés. Et puis, que cette mandature, les conseillers s'approprient les tests fondamentaux de l'institution. L'observateur, que cette mandature, les conseillers s'approprient les tests de l'institution. Voici chez vous maintenant le quotidien, le grand jury, première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN à 2025, union de prière au Guépard pour les Guépards en regroupement. En Côte d'Ivoire, Nord-Sud, Nord-Bénin, accès aux actes académiques, d'autres réformes attendues. Le chasseur info, supposée opération de mise sous scellé d'université privée la semaine écoulée, intox, aucun établissement n'a été fermé, nous apprend le journal spécialisé question éducation. Quotidien Le Nokwe qui reparaît désormais lutte contre la corruption, que retenir 8 ans après. La boussole, dans la joie et la ferveur, 707 espaces marchands ouverts au public dans le nouveau marché de Ménoté. Nouvelle génération pour continuer. Lutte contre la fraude douanière dans le Borgou, la synergie d'action de certaines unités douanières sur le tronçon Parakou-Kaba est à saluer selon le journal. Voici décryptage info, impact climatique en Afrique, des pertes économiques de 2 à 5% du PIB et des coûts d'adaptation de 30 à 50 milliards de dollars par an. Le quotidien Le Meilleur regain de la consommation de la viande de chien au Bénin quand le compagnon devient nourriture.
Le Béninois libéré, confirmation de sa note souveraine par l'agence de notation Moody's. Le Bénin maintient sa note B1 avec perspective stable. Et nous voici de retour à la une fraternité pour la deuxième lecture, social, environnement, tourisme et culture. Les enjeux prioritaires, audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral au menu, et puis dernièrement, Wakano s'implante en République du Bénin, le potentiel de l'Afrique subsaharienne en tant que hub de voyage. Voici donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin pour ce qui est de la livraison des quotidiens. Ce matin donc à l'accueil de Canal 3 Bénin dans les colonnes de fraternité, vous avez un gros et un intéressant dossier et ça je peux vous le garantir sur les priorités dans un nombre de domaines. À commencer déjà par le tourisme, les défis à relever en matière de tourisme, culture et art. Réflexion, grosse réflexion de fraternité ce matin qui partage quelques détails et perspectives avec vous et puis qui a donné la parole à Bruno Mocho qui est sociologue et qui dit ceci: si ce que demandent les partenaires sociaux est accordé, les retombées iront jusqu'au dernier citoyen. C'est par rapport donc au chantier sur le volet social. Par contre, sur le volet environnement, eh ben, la parole a été donnée à Dr Jean Dossoumo qui pense que l'un des défis majeurs auxquels le gouvernement devrait faire face à sa rentrée depuis hier est d'amener le Bénin à atteindre un niveau de séquestration de carbone à travers le verdissement du pays. Achetez donc le journal et voyez un peu ces grands zooms sur les gros défis qui attendent le gouvernement ainsi que les gros chantiers, et notamment puisque nous y sommes au plan environnemental avec cette fois-ci Dr Joël Ronguet qui a aussi parlé de l'environnement. Le défi principal pour le gouvernement béninois est d'accompagner le LESE dans son opérationnalisation. Et puis cette actualité qui pourrait vous intéresser, en tout cas nous l'évoquons tout à l'heure lors de nos débats, la question du code électoral qui refait surface. Dans l'actualité, il n'y a que le conseil, le cadre de concertation pardon, des religieux plaide pour une relecture consensuelle d'ici 2025. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de leurs propositions? Vous allez à la page 8 de Fraternité et vous avez des détails qui pourraient vous intéresser. En attendant, restez câblés. Canal 3 Bénin et sur Actu Matin, on fera le débat tout à l'heure. C'est donc le sujet au menu de nos échanges avec les débatteurs. D'ici, mettons, une cinquantaine de minutes exactement, on va ouvrir les discussions. On va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Ce matin, c'est le bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans le bulletin que vous allez nous présenter tout à l'heure, on aura les images de la clôture des travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. De grandes résolutions pour améliorer la qualité du système éducatif béninois. C'est l'un des points forts de la rencontre. Des détails sont à venir. Et puis en sport, la 11e édition des Jeux universitaires. Cela a commencé, c'est une initiative du gouvernement qui vise à promouvoir le sport national et à révéler les talents. Le lancement officiel des activités a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Tout le monde y était presque. Voici donc le bulletin. Les travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation ont pris fin ce 30 août 2024, Florence. C'est bien cela, Tanguy. Au cours de ces 3 jours d'échange, les participants ont fait l'état des lieux du système éducatif béninois. Les assises sont sanctionnées par plusieurs résolutions. Les détails avec Esther Toufa. Au total, nous pouvons estimer que nous avons exécuté entièrement, pleinement et bien notre programme. La session prend fin. Nous avons exécuté toutes les activités qui sont prévues au programme. Nous pouvons dire que notre mission, nous l'avons accomplie.
C'est sur cette note qu'ont pris fin les assises de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Une kyrielle de recommandations sont issues de ces assises qui ont réuni les acteurs des 3 ordres de l'enseignement. Assurer la mise à disposition d'enseignants qualifiés en nombre suffisant dans les 3 ordres de l'enseignement. Veiller à l'adoption en Conseil des ministres de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Veiller à la réouverture des écoles normales d'instituteurs. Assurer à la mise en place d'un système intégré et inclusif des plateformes numériques des 3 ordres d'enseignement. Assurer la vulgarisation et l'application des tests relatifs aux déviances en milieu scolaire et universitaire. Au terme de cette session, les participants estiment que de plus beaux jours se dessinent pour le système éducatif béninois. Ça a été quand même une séance générale d'information et de mise à niveau au niveau des membres de l'Assemblée consultative. À la suite de ça, on peut dire que chaque membre de l'Assemblée consultative sait déjà ce à quoi s'en tenir, les défis majeurs à relever, les attentes et tout ce qui doit se faire pour que le système éducatif national puisse prendre un meilleur envol. Les différentes activités nous permettront d'améliorer. Surtout, vous voyez, ne serait-ce que le produit de l'éducation, qui est celui qu'on a vu en dernier lieu, c'est un élément important. Et lorsqu'on va l'améliorer, je crois que la répétition même de ce produit dans d'autres écoles serait une avancée terrible. Et je crois que c'est une lucidité, une clairvoyance du président du CNE d'avoir mis cette activité au programme. Les travaux se sont articulés autour de la thématique « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives à Cotonou ». Ils ont duré 72 heures. C'est bientôt la fin des grandes vacances et la phase finale du concours vacances en lecture s'est déroulée le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou. Plus d'une dizaine de candidats de diverses catégories ont planché devant les membres du jury. Cette année, le concours qui a sa 5e édition vise à aider les élèves et les étudiants à partager le goût et l'amour de la lecture durant les vacances. Voici le compte rendu. Face à un public attentif et sous le regard critique et admiratif du jury, plongent les candidats finalistes de la 5e édition du concours Vacances en lecture. Muriel espérait enfin pouvoir sortir avec elle. On est tous d'accord que personne ici ne lit pour s'énerver. Adolescent âgé de 17 ans en classe de seconde. 3 catégories, celles des juniors, des seniors et des adultes, sont mis à l'épreuve au cours de cette phase finale. Plusieurs critères, dont la prestance du candidat, la qualité du speech, la gestuelle pour tenir le public en haleine, sont évalués. L'objectif du concours Vacances en lecture, c'est d'abord d'occuper les élèves pendant les vacances à la distraction saine, qu'est la lecture. Et donc, nous sommes à la 5e édition. Et pour une première étape, c'est d'abord la lecture. Donc, tous les lauréats ont lu 5 livres en 5 semaines. On fait des fiches de lecture par livre lu. Et les meilleurs, par catégorie maintenant, sont venus à la finale. Et à la finale, c'est une présentation orale d'un livre africain pendant 3 à 5 minutes devant un jury. Donc, on a eu 14 finalistes qui ont présenté un livre béninois ou un livre africain, selon le choix, devant le jury. Et là, on a eu les meilleurs qui ont été distingués. Avec pour ambition de faire du concours Vacances en lecture le meilleur concours national littéraire pour les jeunes, l'initiateur de Book Connect vise également à éveiller la conscience des enfants en les amenant à lire, à avoir l'esprit de synthèse et à mieux s'exprimer en public. Bien que les avantages de la lecture ne soient plus à démontrer, il est important de rappeler que lire constitue un excellent moyen de distraction à travers lequel on acquiert sans effort un meilleur vocabulaire. Lire permet également de développer la mémoire et les capacités cognitives. C'est pour ces raisons que j'incite mes camarades, élèves et étudiants à faire l'effort de lire et à participer à ce concours. Je voudrais très respectueusement demander à nos chères autorités d'accompagner cette belle initiative, car, comme le disait Joseph Addison, lire est à l'esprit ce que l'exercice est au corps.
L'édition 2024 du concours Vacances en lecture a connu 14 finalistes venus des 4 coins du Bénin. À l'arrivée, le premier de chaque catégorie reçoit une attestation de participation, un chèque de 115 000 francs CFA, plus des livres, un trophée, une médaille, un sac et d'autres gadgets. Je suis très fière. Je me dis que mon travail n'a pas servi à rien. Déjà, les veillées nocturnes pour pouvoir finir le livre et les interdictions de télé pour pouvoir mémoriser mon speech, tout ça, non, ça n'a pas servi à rien. Je suis très contente aussi. Les autres participants ne sont pas non plus repartis les mains vides. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 6e édition. Édition 2024 du camp des jeunes volontaires à Mouévi. L'activité est une initiative de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Elle a connu cette année le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Pendant 5 jours, plus de 400 jeunes et adolescents venus de plusieurs communes du pays se sont retrouvés au lycée Ouigba Djadaboumé pour un renforcement de capacité dans divers domaines. Imet Hélène Amoussou. Environ 400 jeunes et adolescents réunis pour une semaine après Dassa, c'est Abomey qui accueille le camp des jeunes volontaires à Mourévi. L'activité est inscrite au plan de travail annuel 2024 de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. Le rendez-vous offre aux participants l'opportunité de développer des compétences personnelles, de créer des liens d'amitié et de vivre des expériences enrichissantes. Mes amis et moi-même sommes honorés de participer à ce camp qui nous offre l'opportunité d'apprendre, de grandir et nous inspire à devenir des leaders responsables et engagés dans nos communautés. Chers jeunes campeuses et campeurs, de 105 participants l'an dernier à Dassa, vous êtes cette année plus de 400 venus de 19 communes du Bénin. Le programme de cette année est riche et varié et je vous encourage fortement à profiter au maximum de toutes les sessions de renforcement des capacités sur des sujets essentiels comme la santé et les droits sexuels et reproductifs, les techniques d'autodéfense, etc. Lieu de grand rassemblement, le camp permet entre autres de créer un cadre convivial de partage d'expériences et d'apprentissage sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, la vie associative, le leadership et le volontariat chez les jeunes. Pour cette édition 2024, les organisateurs ont bénéficié du soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, de même que l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Notre fierté en tant que ville qui accueille cet événement est grande. À travers les activités proposées, vous avez l'opportunité d'apprendre, de grandir et de vous préparer à devenir les leaders de demain. C'est la première fois quand même que le fonds participe à cette activité et nous avions constaté que l'ABMS fait un travail formidable pour promouvoir les jeunes. Et je voudrais prendre l'engagement ici au nom du fonds, de soutenir désormais cette activité, de soutenir les jeunes. Rassemblés au lycée Ouigba Djadaboumé, les jeunes et adolescents sont entretenus et assistés par des encadreurs et plusieurs personnes ressources. Les échanges sont axés sur le thème retenu pour la rencontre, à savoir promouvoir le leadership et le développement personnel des adolescents, adolescentes et jeunes. Votre présence témoigne non seulement de votre intérêt, mais aussi de votre volonté de devenir des acteurs de changement dans vos communautés respectives et un véritable espoir pour l'avenir. Je suis convaincu que les enseignements que vous recevrez ici auront un impact durable sur vos vies et sur celles des personnes que vous influencerez. Entre autres activités retenues pour la circonstance, on peut citer des sessions de formation, mais aussi des espaces de jeux sains et éducatifs. En image pour finir, après le championnat national scolaire tenu à Vanco, place maintenant aux Jeux universitaires sur le campus d'Abomey-Calavi. La 11e édition de ces Jeux est officiellement lancée. Cette initiative du gouvernement entre dans le cadre de la promotion du sport national et la révélation des talents. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, d'avoir présenté la session d'information relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin sur l'Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup.
D'autres rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, 11h, 16h pour les petites éditions. À 13h, 19h30 et 22h30, les grands formats. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité des sports. Au menu de sport matin ce matin, 3 disciplines. On parlera de football, de rugby, mais on va commencer surtout par le tir à l'arc. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. On commence déjà par justement cette activité que j'ai annoncée concernant le tir à l'arc. Bien entendu, le Bénin était en Côte d'Ivoire du 8, 18 au 23 août dernier pour la 14e édition du tournoi international des zones ouest et centre de tir à l'arc, dénommé bien sûr TISO Kata 2024. Et c'est une compétition à laquelle la Fédération béninoise de tir à l'arc a envoyé 14 hachés défendre les couleurs nationales. Une représentation qui a été fructueuse puisque le Bénin s'en est sorti avec 23 médailles. De retour donc du stade Robert Champreau de Makori d'Abidjan dans la capitale économique ivoirienne. Bien entendu, les 14 jeunes athlètes béninois ont été célébrés par les responsables de la Fédération béninoise de la discipline. La cérémonie d'attribution des médailles s'est déroulée ce dimanche 1er septembre 2024 au centre d'entraînement des équipes nationales de tir à l'arc. C'est bien sûr à Kokokodji, une reconnaissance méritée bien sûr au vu de la performance des guépards. Otizokata, dans le bilan se présente comme suit. Deuxième au classement général derrière la Côte d'Ivoire et devant le Nigeria, le Cameroun, la Guinée et le Togo. Un total de 23 médailles engrangées, dont 6 en or, 11 en argent et 6 en bronze. Vous le voyez sur les images. Bien entendu, je vous propose ici un extrait de quelques jeunes hachés qui ont représenté le Bénin à cette compétition. C'était à Abidjan. En Côte d'Ivoire, les trucs n'ont pas été aussi faciles, mais on s'est en sorti. Comme il y avait les coachs derrière moi, ils me soutenaient, moi ça me suffisait. Donc, comme il y avait tous ces gens derrière moi, je ne voulais pas décevoir. Je voulais donner le bon résultat pour que, arrivé au pays, on me félicite. Et aujourd'hui, on me met 4 médailles en or et 1 en bronze. J'ai pris 4 médailles en or, mais je n'étais pas fière parce qu'il y avait une médaille en bronze dedans. Le TISO Kata en Côte d'Ivoire était vraiment impressionnant. C'était ma première participation. Je suis parti, j'ai été vraiment surpris du nombre d'athlètes qui étaient présents là-bas. Comme c'était ma première fois aussi, la compétition était rude, surtout au niveau des classiques là. Il y a eu un peu d'encombrement, j'ai remarqué, mais vraiment la compétition s'est bien passée. J'ai été vraiment content quand j'ai reçu la récompense pour le dur travail que j'ai fait. Je remercie la famille, mes parents et tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Et vraiment, je suis vraiment content du bon travail que j'ai fait moi-même. Là-bas, je pensais que c'était difficile. Oh, c'était facile. Car ma spécialité, c'était lac bambou et standard. Au niveau de lac en standard, j'étais la première parmi les 3 filles. Et j'avais fait plusieurs étapes. J'ai fait l'équipe Miss, l'individuel et l'équipe dame. J'ai remporté 4 médailles. Donc, au niveau de la Coupe Bambou, j'ai reçu une seule médaille. La cérémonie de remise de médailles s'est déroulée en présence des parents des hachés qui ont effectué le déplacement pour soutenir bien sûr le travail qui s'est fait au niveau de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Et pour rester dans cette dynamique, l'événement coïncidait bien sûr avec la formation des animateurs et le recyclage des entraîneurs de la discipline. Il s'agit bien sûr d'une initiative de l'ensemble dirigeante de la discipline au Bénin qui, au nom de ses activités périodiques, offre ces occasions de remise à niveau aux acteurs et passionnés de tir à l'arc. Pour ce numéro, ils sont 8 participants, 8 participants bien sûr, venus des départements de l'Atlantique, du Mono, de l'OME et du Zou. Mais la particularité ici, c'est l'ouverture bien sûr vers la branche de para-hacherie pour laquelle un animateur venu du Zou s'est inscrit. Je vous propose ici les explications du président de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Il s'agit bien sûr de M. Paul Zinsou qui nous explique de quoi cela retourne et quelle est l'importance de la formation des animateurs et le recyclage des entraîneurs de tir à l'arc.
Dans le programme d'activité de la fédération, la formation des animateurs et recyclage des entraîneurs. Donc ces animateurs étaient auprès des entraîneurs et recevaient une formation. Donc ici, c'est la confirmation de ce qu'ils sont réellement, puisqu'ils accompagnaient déjà les archers en compétition. Nous sommes en train de leur donner un peu plus de connaissances pour qu'ils puissent, à la fin de la formation, devenir des animateurs avec une formation diplômante. Oui, il y a une spécificité puisque le Bénin a été invité à développer la para-archerie. Mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé des volontaires pour pouvoir s'investir. Et cette année, nous avons reçu un animateur qui vient du zoo et qui est en train de faire les preuves de ses capacités qui dépassent l'entendement. Vous allez le voir, il fait ses flèches, il fait ses cordes, il tire au même titre que les personnes qui n'ont pas de handicap et il les dépasse même. Donc avec celui-là, nous comptons développer la para-archerie, mais ce en collaboration avec le Comité national paralympique du Bénin. Allez, vous avez entendu le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, que vous pouvez le constater sur les images que nous proposons maintenant. Il s'appelle bien sûr Alain Rossitonou, personne handicapée, passionné du tir à l'arc et déjà qui a les aptitudes requises pour mieux réussir la discipline. Vous le voyez donc en train d'amener bien sûr l'arc pour tirer. C'est un animateur qui sera certainement appelé après sa formation à passer la main et faire bien entendu une restitution au niveau de son club. On va le suivre très rapidement et savoir ce qu'il a appris au niveau de lors de cette formation et ce qu'il a apporté pour le développement de la para-archerie. Si les personnes aptes se présentent devant nous, on ne les croit pas. Maintenant, là, comme moi, je suis handicapé et j'ai pris l'engagement de faire le tir en l'arc. Je crois que si je me présente déjà devant mes pairs là, ils vont me croire et désormais on aura un club pour les handicapés qui va représenter le Bénin valablement à l'extérieur. Tout ceci, bien sûr, c'est en collaboration avec le Comité national paralympique du Bénin. Bon vent donc à cette initiative. Tanguy, vous l'annoncez tout à l'heure, bien sûr, vous annoncez tout à l'heure le rugby. Eh bien, on va parler ce matin de la balle ovale et bien sûr dans le cadre de la préparation du prochain championnat national de rugby à 7 au niveau des hommes, bien sûr. 3 différents clubs ont participé. C'était donc dimanche dernier au tournoi 7-3 Challenge de rugby à 7. C'est une compétition de mise en jambe qui permet de jauger le niveau des athlètes afin de corriger, bien sûr, les erreurs et asseoir de bonnes bases pour la compétition à venir. Voici plus de précisions dans ce reportage signé Candide Mouinton. Le championnat national de rugby pointe à l'horizon. Et pour donner de la compétition aux différents athlètes avant l'échéance, 3 clubs du championnat s'unissent pour un tournoi de mise en jambe dénommé 7-3 Challenge. Il s'agit de l'équipe de Baobab, d'Aigle et celle d'Alligator Club hôte du tournoi. Alligator Rugby Club a été champion du Bénin en 2022 et nous comptons encore renouer avec le sommet. Nous comptons remporter encore la coupe cette année. Donc nous nous sommes pris très tôt pour pouvoir voir les conditions de jeu de nos joueurs. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à nous associer aux Aigles de Cotonou, plus les Baobabs de Cotonou, pour pouvoir juger la capacité de nos rugbymen. Nous avons mis ce truc-là en place pour pouvoir corriger certaines choses. Comme les jeux, voilà, comment se composer sur le terrain, hein, comment faire aller au plaquage, comment se défendre, voilà, un peu de technique. C'est ici sur les installations du terrain de l'Institut ITA, dans la commune d'Abomey-Calavi, que les 3 clubs se sont donné rendez-vous pour ce tournoi de rugby à 7 ce dimanche après-midi. Occasion pour chacune des équipes d'éprouver les stratégies et tactiques de jeu
face à ses différents adversaires. Allez, et c'est parti. Et c'est... Pour la compétition, les clubs participants s'affrontent dans la catégorie mixte des moins de 16 ans et celle des seniors hommes. Avec les plus jeunes, il y a eu quelques automatismes certes, mais au niveau de certains bancs de touche, le temps monte lorsque les consignes du coach ne sont pas appliquées. Chez les seniors par contre, les entraîneurs ont eu moins de casse-tête. En fin de compte, Aigle et Alligator Rugby Club surclassent l'équipe de Baobab chez les seniors hommes. C'est pas une petite équipe, les Baobab, ils sont tellement forts. Bon, aujourd'hui, bon, je pense qu'ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas dans leur forme, sinon c'est une bonne équipe. J'avoue que l'adversaire en face était vraiment difficile à prendre. Parce que ils ont des beaux jeux et bon, on a su travailler sur leurs erreurs pour y parvenir à la victoire. C'est à travers les efforts effectués à l'entraînement, les combinaisons, les travaux acharnés, la mentalité des joueurs, la technique et tout. Nous n'avons pas été à la hauteur au niveau des U16 parce que c'est maintenant que nous avons commencé à les éprouver, à les mettre dans les mini-championnats, dans les mini-tournois. C'est pour ça que vous avez vu qu'on n'a pas eu l'image que nous connaissons des Alligator FC. Mais par contre, du côté des seniors, vous avez vu, nous avons fait 37 rapidement à 0. Ce tournoi de rugby à 7, dénommé 7-3 Challenge, n'est pas à sa première. Et pour ce numéro, les 3 équipes participantes ont bénéficié d'un champ assez large d'évaluation de leurs différents athlètes en vue d'une bonne préparation du championnat national. Ils retournent donc à l'entraînement pour corriger les erreurs notées au cours de la compétition. Allez, avant donc de parler sport roi, on va s'intéresser à un sport d'entretien. Il s'agit bien sûr de la marche. Le gouvernement parle de promouvoir le sport au Bénin et des acteurs particuliers organisent plusieurs initiatives dans ce sens. Et c'est le cas donc de l'église adventiste du 7e jour d'Agonticon qui a réuni une centaine de participants. C'était donc ce dimanche pour une randonnée pédestre. La marche s'est déroulée autour du thème « Servir et glorifier Dieu par notre santé ». Les différents participants ont parcouru 10 km selon l'itinéraire fin pavé Fidjosé Carrefour, port autonome de Cotonou et jusqu'au fin pavé Fidjosé. C'était un aller-retour. Et donc, pour ce qui concerne les 2 heures de marche effectuées par les participants, je vous propose ici un extrait de certains qui ont été rencontrés sur place. C'est pas facile, hein? On a planifié pour faire 10 km. Du coup, on est arrivé à 8 km, on a fait le détour. Mais c'est bon, je sens mieux, je sens bien. Je crois que c'est une bonne chose qu'on doit encourager. Et ça m'a fait beaucoup du bien, puisque c'est vrai qu'on est des sportifs, mais quand on prend l'âge, on lâche beaucoup de choses, puisque le corps ne tient plus comme quand on était jeune. Mais pour cette marche, le sang a beaucoup, l'adrénaline a beaucoup remonté et on est en forme, on se sent vraiment léger, on est soulagé. Ça m'a vraiment rendu en forme. Le fait de marcher, aller juste là-bas et revenir, vraiment c'est très bon. Ça nous a fait transpirer et ça nous fait vivre. On doit continuer l'activité, même si ce n'est pas mensuel, au moins trimestriel. Les images assez de jeunes qui participent à cette compétition, dont l'humoriste Aouyan Kayou qui était également de cette randonnée pédestre Tanguy. Il faut dire que cette marche est à sa première édition et s'inscrit bien sûr dans le cadre désormais des activités de cette église évangéliste du 7e jour, dont le volet est pris en compte ici est bien sûr celui pris en compte ici est celui sportif, et puis il consiste à assurer le bien-être des fidèles. Suivons ici un extrait des organisateurs. Nous motivons nos membres d'église à faire les activités sportives
pour être en bonne santé. La santé est indispensable. Sans la santé, nous ne pourrons pas adorer, nous ne pourrons pas louer Dieu. Les malades ne peuvent pas adorer Dieu. Donc c'est pourquoi il faut que nous soyons en bonne santé. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes en train de promouvoir la santé et promouvoir donc la tempérance. Et dans l'usage de tout ce que nous faisons, nous devons être tempérants. À tous ceux qui ne sont pas avec nous, pendant la seconde édition, qu'ils soient ici pour participer aussi à cette marche. La marche, ça fait du bien pour le corps. Nous voudrons leur lancer cet appel de venir massivement pour qu'ensemble, nous puissions le faire pour pouvoir nous maintenir en forme. Allez, Tanguy. Voilà pour ce qui concerne cette initiative de la randonnée pédestre qui s'est déroulée donc du côté de la plage Futurosé. Et puis on va terminer avec cette note de football, puisque j'avais annoncé 3 disciplines. On va parler donc des guépards qui sont en regroupement en Côte d'Ivoire. Bien entendu, Sangui, ils ont été invités par le sélectionneur Guénot Aurore. C'était pour ce dimanche 1er septembre 2024 en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, tout très précisément. Donc tous les joueurs convoqués répondent déjà présents à l'appel de leur sélectionneur. Marcel Danjino, Olivier Verdon, David Kiki, Cédric Rontondi, Steve Warren Traoré et bien sûr le capitaine Steve Mounier sont arrivés. C'était donc hier, lundi 2 septembre. Aujourd'hui, mardi, on attend donc Cécile Almeida, Jodel Dosso et Mariano Arwangbo qui vont certainement rejoindre le groupe dès ce soir. Les Guépards ont quelques jours pour se préparer avant l'expédition du Yo où ils vont disputer donc un match contre le Nigeria, comptant bien sûr pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et ce sera après cette explication que le Bénin affrontera 3 jours plus tard l'équipe de la Libye à l'extérieur et à domicile et ce qui sera bien sûr en Côte d'Ivoire. Tanguy. Allez Monique, oui. Merci. C'est moi. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre premier invité. Je l'ai annoncé au début de cette émission, il s'appelle Fabrice Biguezoton, il est réalisateur, il est auteur d'un court-métrage sur l'excision ou la mutilation, ou les mutilations génitales. Monsieur Biguezoton, pardon. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour monsieur. Alors vous êtes là pour partager avec nous le contenu de cette réalisation qui aborde un sujet assez délicat, comme je l'ai annoncé, l'excision ou la mutilation génitale. Pourquoi avoir décidé de réaliser, ma foi, un film sur ce phénomène combattu depuis des années? Il faut-il dire qu'il y a quand même recul ces derniers temps? Oui, bien sûr, il y a de recul malgré les multiples sensibilisations de part et d'autre. On constate toujours que ce phénomène fait toujours cas dans nos coins et recoins du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Donc c'était même la raison pour laquelle j'ai voulu réaliser ce film, pour pouvoir à ce que les parents, nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont dans les hameaux puissent comprendre la véracité des faits, pour pouvoir à ce qu'ils puissent laisser cette pratique, cette vilaine pratique qui sévit de part et d'autre. Vous pensez que ça existe toujours? Ça continue toujours, monsieur. Ah oui, dans certaines localités du Bénin, oui, malgré la loi, malgré les sensibilisations? Ça continue toujours. Alors, avez-vous compris pourquoi est-ce que dans certaines cultures, on a institué cette habitude-là? Oui, pour certaines personnes, ils le font juste par mimétisme. Ah oui? Parce que leurs arrière-grands-pères leur ont fait ça. Donc, ils doivent toujours, ou soit du moins, elles doivent perpétuer la tradition. Et pour certaines personnes, c'est pour ne pas que la femme puisse courir d'homme en homme. Genre pour pouvoir limiter le libido de la femme, pour pouvoir qu'elle soit casée quelque part, pour ne pas salir l'image, la réputation de la famille. Oui, il faut dire que les traditions tiennent beaucoup à la fidélité de la femme au sein du foyer. Je vais proposer justement à notre spectateur de découvrir un bout de ce film-là que vous avez réalisé, un tout premier bout d'abord, pour voir un peu, je dois dire, quelles sont les séquences qui se sont succédées. Et celle que vous nous proposez, c'est justement une séquence où une fille qui subit les conséquences de ces mutilations génitales est en train d'échanger avec sa mère sur le calvaire qu'elle vit en ce moment à cause justement de cette affaire-là. On va suivre. Allô, maman. Allô, famille. Agbo.
Chikonumi. Newayo. Iraime ya donumi we. Kakabosonu pe ubuno hizanu asuchea. Bonje desi. Oyen po to tu epo no kaka chobe wa jomi do. Wa pom. Yen pomi po. Wo isu san clan for anyone. Wa isu somebody how doni. Aro isu afemi amotona we. Ti akara motona. Enu kwa mojono ji yesu we. Yesu yin bono aje. Eyin kwa kuro ji we je dia. Enu je popopopo. Ribo nu bire bo ya odoni blewu. Uyaro wumi we. Uyango debu ofini ame femi. Ya odoni blewu. Boni mo njewu. Mi na tun de mi de pon mi de mo eso. We na jowe do wa. Iwan yan de me o si jowe do wa. That's in de wonu kuto me. So soon that you be blewu. Ma so se agbon pe mi de oyan nu jo no na su pe we. Baka anu aso we se na to gbada. Ena yin ni o we na so. Bo mi na gba mi de ya. Ya mama to we ro ko do nu we. En quoi est-ce que c'est un calvaire pour les femmes au foyer après? C'est un calvaire pour les femmes parce qu'elles ont honte d'exprimer cela et à ceux qui les entourent, à leur mari, à leurs frères et à leurs sœurs. Donc, au fait, elles se contiennent sur cela et puis elles ont honte de l'exprimer au fait. Est-ce qu'elles ont besoin de l'exprimer? Quand c'est fait, c'est fait. Oui, lorsque c'est fait, certes. Mais il faudrait au moins en parler à certaines personnes pour qu'ils puissent de remonter le moral pour que ça ne soit pas un sujet tabou au fait. Quel est l'état des lieux de la situation aujourd'hui? D'abord, si je m'en retiens aux statistiques, plus de 200 millions de femmes, de filles et de femmes dans le monde ont subi des mutilations génitales féminines. C'est quoi, c'est pas propre à l'Afrique? Non, c'est pas. En fait, ce phénomène n'est pas seulement limité à l'Afrique. Ça se passe, c'est un phénomène continental, c'est une pratique continentale. Ça se passe en Asie. Surtout, ça se fait parce que d'après eux, on excise la fille parce que dans la religion musulmane, il faut le faire. Et, genre, c'est propre à leur religion en fait, pas à la tradition, mais à leur religion. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement en Afrique que ça se fait, c'est de par le monde entier. Donc 200 millions de femmes. Oui. Et si je m'en retiens aussi aux statistiques du plan Bénin, plus de 2 millions de cas supplémentaires pourraient éventuellement se produire d'ici 2030 si rien n'y fait. Justement, pourquoi est-ce que malgré la loi et la dureté de la loi, malgré la sensibilisation aussi, le phénomène n'est pas totalement éradiqué selon vous? Le phénomène n'est pas complètement éradiqué parce que la sensibilisation, ça reste. Parce que ce phénomène se fait en catimini, en cachette, à tel enseigne que c'est après l'avoir fait et des années après que la fille s'en rende compte qu'on l'a fait, qu'on l'a excisé, qu'on sort. Donc ça se passe en vase clos à tel enseigne que beaucoup de gens n'ont pas idée de ce que ça a été fait. Et vous aviez assisté à ça? Comment est-ce que vous aviez été inspiré par le film? Parce que justement, on a une séquence, qu'on va suivre d'ailleurs tout à l'heure, qui montre un peu comment est-ce que ça se passe. Vous aviez été témoin de ça? Non, pas tellement, mais j'ai eu à faire des recherches là-dessus. Et c'est même les statistiques qui m'ont incité à pouvoir le faire au fait. Parce que la population béninoise, pour ne pas dire la population mondiale, est constituée de plus de femmes que d'hommes. Et si on le fait, ça supprime toute une génération en fait. Donc il faudrait lever un coin de voile sur cet aspect pour pouvoir ce que ceux qui, ou bien celles qui continuent toujours de le faire, puissent laisser cette pratique, cette vilaine pratique qui sévit de part et d'autres dans le monde entier. Alors quand j'ai annoncé peut-être à suivre la séquence, je vous imagine à la maison avec un rôle cœur, peut-être que vous vous retenez, soyez tranquille, on ne vous montrera pas de sang et on ne vous montrera pas justement une fille en train de se faire exciser. Mais on va quand même essayer de se donner une idée. Voici un peu le second extrait. Laisse-moi t'expliquer. Il fut un jour, au village, lorsque j'avais 7 ans. Mais pourquoi ne m'as-tu rien expliqué? C'est de la pire trahison. Ah oui,
Tu as su bien cacher ton jeu. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais épousé. Tu sais quoi? Je ne peux pas vivre avec une femme comme toi. J'ai besoin d'une femme qui pourra me satisfaire. J'ai besoin de fonder une famille. À quoi me servirais-tu enfin? Est-ce qu'il y a des hommes aussi violents face à des femmes qui sont en difficulté de cette nature? Il y en existe. En fait, tout est affaire de compréhension. Dans le film, si c'était que la fille avait expliqué cela à l'entame de leur relation, au moins, le mari en question peut toutefois le lui comprendre. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est énervé? Parce qu'on ne l'a pas informé préalablement? Oui. Ça change quoi au jeu? Il s'est marié à la femme pour un objectif précis, pour fonder une famille, mais genre, il voit que cet objectif est voué à l'échec, donc il ne pouvait plus s'en contenir. Quand vous avez commencé à diffuser le film, quelle a été la réception du public? Le public a été très content d'avoir vu ce chef-d'œuvre, parce que d'après eux, c'est un sujet tabou, un sujet dont personne n'en parle, et ils étaient même contents du fait que je dévoile cela, je mets un coin de voile sur cela, pour pouvoir ce que eux à leur niveau, parce que je visais un objectif au fait, et l'objectif au fait c'est leur permettre à eux de pouvoir partager la bonne nouvelle, et dans les coins et recoins du Bénin, et pour sensibiliser à leur niveau sur TAT. Quels sont vos prochains projets en matière de production? Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà des sujets qui existent? Oui. Quels sont les sujets auxquels vous pensez? Et j'ai même déjà réalisé un projet pilote par rapport à mon prochain projet en cours. Ça parle des albinos. Des albinos? Oui, la manière dont ils sont marginalisés de part et d'autre dans le monde entier. Comment vous trouvez le secteur de la production au Bénin? Vous êtes un jeune réalisateur. Ça a d'avenir là? Ça a d'avenir. Oui, c'est la galère. Les jeunes réalisateurs essaient de jouer leur partition pour pouvoir ce que nos doyens, nos anciens, nos aînés ont laissé comme héritage, pour qu'on puisse pérenniser cela, pour changer les choses, pour redynamiser le secteur à notre manière. Fabrice Biguezoton, merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes réalisateur, hein? Vous avez fait un film sur l'excision, les mutilations génitales féminines, les conséquences, notamment sur l'avenir et le destin amoureux de la jeune fille et sur les conséquences que cela peut avoir sur le foyer de la femme. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre deuxième invité. Les politiques maintenant avec Innocent Lokonon, président du bloc des jeunes de l'opposition, qui a choisi aujourd'hui de s'affilier au parti MPL. Monsieur Lokonon, bonjour. Bonjour, monsieur le bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Alors, on a dit les jeunes de l'opposition, puis vous vous retrouvez au niveau du MPL. Pourquoi? Et merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, il faut que nous puissions œuvrer pour des grands regroupements, pour des mouvements. Des mouvements forts, pour des partis qui ont une assise nationale. Et dans cette logique-là, nous pensons qu'il faut que nous mettions ensemble avec le MPL. Il y a beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même les démocrates qui quand même est aujourd'hui du point de vue de la loi, le plus grand parti de l'opposition. Vous allez vous cacher au MPL, pourquoi? Voilà, et j'aime le mot cacher parce que en réalité, nous avons opté pour le MPL parce que c'est d'abord un parti de l'opposition également. Mais il y a également l'offre politique que le parti représente également. Nous pensons qu'un parti qui défend la démocratie, le développement durable, l'épanouissement de la jeunesse, un jeune parti dirigé par un jeune, eh bien nous, jeunes, nous pouvions trouver notre place dans ce parti-là. Et nous voyons également que les dirigeants de ce parti-là sont rien que des jeunes comme nous. Et nous pensons que nous avons notre place là, parce que tout ce que nous défendons comme objectif, tout ce que nous avons comme vision, eh bien, et ces points-là également coïncident avec la vision de ce parti aussi. Et il fallait forcément s'affilier à un parti politique. Les jeunes sont suffisamment nombreux, suffisamment matures, suffisamment forts pour créer leur propre mouvement et aller au combat. Pourquoi est-ce que vous devrez forcément vous affilier à un parti politique? Merci, monsieur. C'est important de préciser que la loi sur le système partisan appelle à des regroupements. Je l'ai déjà dit tout à l'heure.
Et nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, tous les mouvements, tous les partis, surtout au niveau de l'opposition, bien sûr, devraient réfléchir dans ce sens-là, afin que nous évitions de disperser nos voix par des petits mouvements à gauche, à droite, et nous accrocher à certains postes et effriter toute cette base électorale-là. C'est important de le dire. Et nous avions lancé ce processus-là. Nous appelons également les jeunes à nous rejoindre dans cette dynamique-là. Un jeune parti, un petit, comme vous l'avez dit, nous cacher dans un petit parti parce que nous pensons que nous pouvons grandir ensemble avec ce parti-là. Apprendre, faire notre expérience, tracer notre chemin, et faire nos erreurs, apprendre de nos erreurs et grandir aussi comme ça. Est-ce que vous aviez appris que là-bas, ça peut vraiment s'opposer, ça peut vraiment se quereller, au point même de mettre ça sur la place publique et de prendre des chaises pour se battre? Vous aviez appris ça, hein? Ça ne vous a pas dérangé? Bien sûr que nous l'avions appris. Et vous savez, monsieur le journaliste, moi, personnellement, je le dis, nous avons peut-être dans nos vies nos passés, qui sont là et qui nous hantent des fois, mais qui ne devaient pas nous empêcher d'avancer. Moi, je ne regarde pas ce qui est passé. Je regarde la vision. Vous n'avez pas peur que ça puisse vous arriver aussi? Non, mais nous avions réfléchi, nous avons bien réfléchi, nous avons pesé les pour et les contre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet épisode-là que la vie politique des jeunes de ce parti-là devrait s'arrêter. Il faut avancer. Ce qui fait la force de ce parti, c'est la vision que le parti a. C'est l'objectif que le parti compte tenir. Et nous pensons que tant que le parti est fidèle à ses convictions et à cette vision-là, eh bien, nous avançons ensemble. Nous avançons et demain, nous allons nous asseoir, nous allons voir, nous allons faire le point pour voir, pour apprécier. J'espère vraiment que ça va être peut-être votre dernier point de chute de toute façon, parce qu'au départ, vous étiez bloc des jeunes démocrates, et cela n'a rien à voir avec le parti Les Démocrates. Puis vous êtes devenu bloc des jeunes de l'opposition, et maintenant vous êtes les jeunes du MPL. Transformation sur transformation. Pas vraiment, parce qu'au départ, le nom bloc des jeunes démocrates ne voulait pas forcément dire que nous étions un mouvement du parti Les Démocrates. Nous étions un mouvement de l'opposition. Et nous sommes toujours un mouvement de l'opposition. Mais à un moment donné, certains essayaient de nous assimiler, voilà, merci, au parti Les Démocrates, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'est quoi? Là-bas, c'est la peste? Pourquoi est-ce que vous non, pas du tout. Oui, mais nous sommes dans une logique de rassemblement, de regroupement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand vous êtes dans cette logique-là, vous ne pouvez pas vous cantonner à un nom qui vous cloisonne dans un seul camp ou bien d'un seul côté. Mais c'est ce que vous faites maintenant, vous affiliez au MPL. Oui, mais nous affilions au MPL parce que nous pensons que d'autres vont nous rejoindre, d'autres doivent nous rejoindre. Et pourquoi pas, toute l'opposition ensemble. Nous, c'est un départ, c'est un début, et nous espérons que d'autres viendront également et nous allons nous emboîter le pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie en tant que jeune bloc de jeunes de l'opposition avant d'aller au MPL? Quand nous avions mis en place le BJO, le bloc de l'opposition, et la première chose que nous avions faite, c'était d'avoir un mouvement qui a des structures de base bien installées. Parce que nous estimions qu'on ne devrait pas être un mouvement juste des réseaux sociaux, ou bien un mouvement de Cotonou, mais il fallait un mouvement national. Et nous avions pris notre bâton de pèlerin pour parcourir le pays, installer des coordinations départementales, communales et d'arrondissement. Et je peux vous dire avec fierté que nous sommes aujourd'hui au niveau de l'opposition le mouvement qui a le plus de structures de base aujourd'hui au Bénin. Et nous l'avions fait. Et je pense que tout ceci également a montré tout le sérieux qui était le nôtre dans notre engagement, dans la vision que nous avions pour la politique. On a quand même un dénominateur commun, hein, malgré vos changements de nom, vos perspectives et vos actions. On a un dénominateur commun à tout cela, c'est que vous êtes de l'opposition. Pourtant, il y a un adage qui circule beaucoup, qui fait beaucoup de recettes sur la scène publique et politique nationale. On dit que les jeunes ne font pas d'opposition. Pourquoi vous vous entêtez, vous? Oui, souvent nous l'entendons également. Mais vous savez, faire l'opposition on ne devrait pas lier cela à une question d'âge. Je pense que face à un tel régime que nous avions, celui que nous avions actuellement au pays, pour vos opinions politiques, on peut vous coffrer quelque part. C'est pas la première fois, ça a toujours existé. Bien sûr, le pouvoir a toujours cette velléité-là de rogner sur les libertés. Effectivement, parce que effectivement, nos libertés sont rognées, sérieusement rognées par le régime en place, au point où nous avions des prisonniers politiques, nous avions des Béninois qui ont fui leur terre, qui sont à l'extérieur. Mais face à tout cela, face à la précarité que nous observons actuellement dans le pays, avec le chômage qui bat son plein,
Eh bien, en tant que jeune ou bien vieux, on ne devrait pas rester indifférent à cela. Il faut s'indigner. Et pour s'indigner, on n'a pas besoin d'être jeune ou vieux. Il faut créer un bloc. Non, il faut s'indigner en tant que citoyen béninois d'abord. Et il faut s'organiser. Vous pouvez vous organiser dans un mouvement ou bien dans un parti. Parce que quand vous faites la politique, vous faites ça dans un parti politique, dans un cadre légal. Là, vous êtes républicain. J'ai l'impression que l'opposition n'a de projet politique que la personne de Patrice Talon. Alors même que Patrice Talon et son mandat, ça va finir en 2026. Vous allez continuer à nous chanter Patrice Talon après 2026? Mais effectivement, Patrice Talon n'est pas un projet de société. Nous, jeunes, nous l'avions toujours dit. Il faut une offre politique qui attire les jeunes. Et qu'est-ce que vous avez concocté jusque-là? Parce que dire matin au soir Patrice Talon est mauvais, c'est pas ce projet-là que nous allons offrir aux Béninois. Ce que nous allons offrir aux Béninois, c'est ce que nous allons faire après Patrice Talon. Qu'est-ce que vous aviez concocté concrètement, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Vous savez, par exemple, il y a la question des AME. Je veux juste illustrer avec cet exemple-là. Et vous avez des jeunes Béninois, des valides qui ont été recrutés il y a de cela 5 ans, 6 ans, à qui on a promis un reversement, mais qui tarde à venir. 3 ans. Bientôt, maintenant, c'est revenu à 5 ans. Ça va venir bientôt, hein, tout à fait. Voilà, donc nous pensons que ces jeunes-là, des Béninois, bien sûr, ce ne sont pas des étrangers, que la manière dont ils sont traités n'est pas la bonne manière. Il faut que ces jeunes-là soient reversés et parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, ils sont plus de 90%. Il faut que ces jeunes-là soient reversés et que le fruit de leur labeur soit vraiment reconnu par le indépendamment des exigences de la caisse de l'État, indépendamment de toutes les implications financières que ça peut avoir, indépendamment de toute l'organisation administrative que cela exige. N'oubliez surtout pas que c'est quand même un groupe hétéroclite de personnes qu'on a rassemblées, malgré leurs expériences et leurs capacités, pour faire justement de la main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation. Effectivement, cela peut être fait si les salaires politiques sont diminués. Nous l'avions dit. Sérieusement, vous pensez que vous allez diminuer les salaires politiques? Mais c'est des humains qui l'ont augmenté. Et on peut le diminuer pour pouvoir offrir ce gap-là à ces gens-là, à ces jeunes travailleurs, à ces valides-là. Je prends le cas de la santé également. Vous voyez, la dernière fois, j'ai discuté avec des amis, je dis, mais à la veille de cette rentrée-là, nous avons plein de parents qui ne savent pas où mettre la tête parce qu'ils ne savent pas comment acheter les fournitures à leurs enfants. Nous pensons que s'il y avait un paquet social installé par ce régime-là, on devrait avoir des banques ou des banques de fournitures où des parents avec peut-être un forfait peuvent aller là-bas s'offrir un paquet de fournitures pour les enfants. Est-ce que vous aviez lu le projet H et tout ce que ça fait actuellement en termes d'expérimentation et surtout sur certains aspects en termes donc d'extension, je veux dire? Oui, mais le projet H, moi je le lis, mais je ne le vois pas. Les Béninois ne le sentent pas. Moi, je ne vois pas quelqu'un dans mon travail qui soit impacté par ce projet-là. Il n'y a pas. Ah oui, malgré les jeunes filles qu'on a assistées pour les aider à continuer à aller à l'école, malgré les femmes qui ont reçu de microcrédits, malgré les cartes pour bénéficier de soins de santé gratuitement, pour appuyer et accompagner les femmes de bon marché. Tout ça, vous ne voyez pas. Bon, écoutez, on ne peut pas faire ce bilan-là en se basant sur ces échantillons-là. Bon, ce sont des échantillons qui ne peuvent pas définir vraiment la qualité de vie des Béninois dans son ensemble. Oui, mais un programme, ça ne peut pas être mis en œuvre du jour au lendemain. Il faut bien un temps d'expérimentation avant l'élargissement à toute la masse. Et je pense qu'ils sont en train de finir la phase expérimentale. Ce régime est en train de faire 8 ans là. Depuis 8 ans, on nous promet ça. Depuis 8 ans. En moins de 2 ans, ils vont partir et ils n'ont pas pu le faire. Le choix d'un candidat pour la présidentielle prochaine, ça va exiger quoi selon vous? Le premier critère doit être le projet de société. Que ce candidat-là, l'alternative qu'il compte proposer aux Béninois. Ça, il faut que, pour une fois, nous fassions ce débat-là. Que nous ne nous focalisons pas sur... On l'a fait en 2011, hein? On a vu quand même quelques candidats avoir leur projet de société assez clairement exprimé. Oui, mais c'est souvent étouffé par les guerres de personnes, par des personnalités qui viennent et qui se mettent devant. Et puis, on n'arrive pas à fouiller chaque projet de société de point par point pour voir qui propose et quoi et puis propose quoi. Après le projet de société, on a besoin de quoi? Mais il faut que ça soit quelqu'un qui rassemble. Parce qu'un rassembleur, quelqu'un qui fasse l'unanimité, parce qu'aujourd'hui, les Béninois, le régime qui est là, nous a divisés. D'autres sont dehors, d'autres sont en prison, d'autres sont martyrisés aussi même, et un peu partout. Et il faut que ce soit quelqu'un qui puisse nous donner cette lueur d'espoir-là, pour que nous puissions dire, bon, enfin, après 10 ans d'errement, 10 ans de souffrance, et 10 ans où nous avions nos frères qui ont été arrêtés, jetés en prison,
d'autres ont perdu des vies. Nous pensons qu'après ce temps-là, il faut quand même que nous puissions dire, bon, enfin, il y a une lueur d'espoir qui vient. Et pour que les jeunes qui se désintéressent à la politique puissent revenir dans le jeu. Moi, j'invite les jeunes à revenir en politique, à faire la politique. Innocent Lokono, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes président du bloc des jeunes de l'opposition. Vous avez désormais choisi de faire votre chemin avec le parti MPL. Merci Bonne beaucoup. chance à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie d'Actu Matin. On va marquer la pause. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors frais de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes de procédure. Oui, nous devons, voilà. Voici chez vous votre service santé. Matin, quand on est mardi, vous le savez, on a rendez-vous avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour, Tanguy. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos oreilles, de vos oreilles. Ces organes responsables de l'audition qui reçoivent beaucoup d'accessoires quand il s'agit de les nettoyer. L'accessoire le plus utilisé, comme on le connaît très bien, le coton-tige, il est déconseillé, vous nous dites, par les spécialistes de la santé. Exactement. L'oreille participe à l'audition également, joue un rôle déterminant dans la coordination des mouvements de la tête et du corps, puisque c'est l'oreille qui envoie l'information au système nerveux pour faciliter l'équilibre dans nos mouvements et dans les mouvements de notre tête. Une bonne hygiène de l'oreille permet de faciliter l'élimination des résidus, ce qu'on appelle souvent les cérumènes, et de prévenir les bouchons sans usage de coton-tige
ni autre accessoire, parce que à défaut du coton-tige, certains mettent directement une brindille de balai ou bien des billes, des des billes, couvercles de voilà, billes, les crayons et tout. les plumes d'oiseaux. Voilà. Nous allons écouter Dr Souratoulaye Badarouel, médecin ORL. Elle nous déconseille vivement tous ces accessoires-là. Pour parler d'une hygiène au niveau de l'oreille, on dira qu'une bonne hygiène va consister à ne pas agresser l'oreille, que ce soit avec des produits d'hygiène ou des accessoires qui peuvent ne pas être agressés, qui peuvent ne pas être adaptés. On peut conseiller toutefois un nettoyage du pavillon. Là où il y a les reliefs au niveau du pavillon, on peut faire le nettoyage et cela, ça peut se faire quotidiennement lors des bains avec l'éponge et du savon. On peut laver le pavillon et rincer à l'eau propre, puis après assécher avec une serviette propre. Dit Tanguy que juste après une douche, on a tendance à avoir de l'eau dans les oreilles et on aime bien prendre un petit coton-tige et nettoyer, enlever l'eau. L'otorhinolaryngologiste qu'on vient de suivre déconseille également cela. Ah oui? Ce n'est pas parce qu'on a de l'eau dans les oreilles qu'il faut utiliser un coton-tige. Il y a un moyen bien adapté pour le faire. Elle nous en parle. Je disais qu'après le bain, quand on constate qu'on a de l'eau dans les oreilles, on n'a pas besoin d'utiliser de coton-tige. On peut prendre la serviette et se pencher de côté, permettre à ce que la serviette puisse aspirer l'eau qui est entrée. Donc, pas besoin d'introduire de coton-tige pour nettoyer ou pour assécher l'eau qui est entrée. La serviette seule suffit largement. Voilà, et si on nous déconseille d'utiliser les cotons-tiges et autres accessoires, c'est parce que ce n'est pas sans conséquence. C'est parce que c'est très grave pour la santé, parce que, on l'a dit au début, l'oreille est un organe très essentiel pour... Et très sensible aussi. Très sensible également pour le corps humain. Donc, elle va nous parler un peu des conséquences auxquelles nous sommes exposés quand nous utilisons ces accessoires-là pour nettoyer nos oreilles. Le problème du coton-tige d'abord, c'est qu'on risque d'enfoncer le cérumen qui est produit normalement et qui doit être évacué tout naturellement. On risque de l'enfoncer dans le conduit et cela peut créer des bouchons. Et ces bouchons, ça peut entraîner une baisse de l'audition ou bien des douleurs au niveau de l'oreille ou bien également ça peut entraîner des plaies. Lors de l'usage des cotons-tiges, on peut créer des plaies, on peut créer des saignements au niveau de l'oreille. On peut également créer une atteinte du tympan qui peut parfois aller même jusqu'au niveau de l'oreille interne et donner des troubles de l'équilibre au sujet. En plus, le coton-tige, lors de l'introduction, à force de l'introduire régulièrement et de nettoyer, on décape la muqueuse du conduit auditif. Or, on a dit que cette muqueuse a des propriétés qui lui permettent de protéger l'oreille et de nettoyer tout naturellement l'oreille. Voilà, Tanguy, autant de conséquences auxquelles nous sommes exposés quand on utilise des cotons-tiges pour nettoyer nos oreilles. Ça, ce que je vois, il faut bien consulter un spécialiste pour nous aider à curer nos oreilles, comme on le dit souvent. À quelle fréquence, à quel rythme faut-il aller voir le spécialiste? Alors, il n'y a pas de fréquence déterminée pour aller voir un spécialiste des oreilles, c'est-à-dire un otorhinolaryngologiste. Il faut d'abord que l'oreille présente un souci, des bouchons au niveau des oreilles, des bourdonnements, ou c'est qu'on se réveille au matin, on a mal aux oreilles. C'est à ces moments précis qu'il faut aller consulter un spécialiste parce que l'oreille s'auto-nettoie. Okay. Ça s'auto-nettoie. Donc, à un moment donné, les cérumen peuvent descendre d'eux-mêmes. Oui? Exactement. Quand c'est trop, ça peut commencer par descendre de lui-même. Donc, il ne faut pas à tout moment les agresser avec ces objets-là, et surtout au niveau des enfants.
des bébés. Les mamans ont tendance à à prendre un coton-tige après chaque douche ou chaque bain, dire qu'elles sont en train d'enlever l'eau, oui, peut-être dans les... Non, ce n'est pas bien. Il faut nettoyer la partie externe de l'oreille. Oui, mais pas introduire le coton-tige. Oui, mais quand on a l'eau dans les oreilles, c'est très inconfortant. Hein? Oui, il faut juste positionner sa tête de sorte que l'eau puisse sortir de lui-même avec une serviette ou un papier mouchoir. Donc, éviter autant que possible les cotons-tiges, les brindilles de balai, les pics-dents, les stylos. Ah oui, les pics-dents, des gens utilisent ça? Oui, moi, j'en vois. Les gens utilisent des pics-dents pour se curer les oreilles. Carrément. Ah oui. Donc, il faut éviter. Ah, ok, voilà. C'est bien noté. Et donc, merci beaucoup Esther d'être venue sur Actu Matin ce matin. On retient justement qu'il ne faut pas agresser nos oreilles. Cela fait partie des organes essentiels qui font fonctionner notre corps et surtout lui faire garder son équilibre. On note désormais qu'il faut laisser les oreilles se curer d'elles-mêmes parce que justement elles ont un système d'auto-nettoyage assez efficace. Et quand on a de l'eau dans les oreilles, il faut pencher légèrement la tête du côté de l'oreille où on a l'eau et puis on peut se servir de sa serviette de douche. Encore une fois, merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire une petite transition. Je vais installer les débatteurs. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée, un salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Une pétition pour amener les acteurs politiques, et notamment l'Assemblée nationale, à procéder à une relecture du code électoral, un cadre de concertation des confessions religieuses qui sort à nouveau pour appeler à une révision du test électoral. Beaucoup d'actions, alors même qu'on avait cru le sujet rangé avec justement les positions de la Cour constitutionnelle au sujet donc des différents recours. Il y en avait eu une bonne dizaine ou une quinzaine, on ne sait plus trop, qui ont été évacués à l'occasion et les 7 sages avaient déclaré la conformité du test voté par l'Assemblée nationale à la Constitution. Pourquoi est-ce que cela fait résurgence? C'est le sujet de nos discussions ce matin. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Franck, bonjour. Loris, bonjour. Eric, bonjour. Vous avez compris quelque chose à cette affaire, enfin, à cette insistance, je dois dire, des acteurs politiques et même au-delà du secteur politique, des acteurs religieux, puisqu'on parle de cadre de concertation de confessions religieuses, cette insistance sur la révision du code électoral, Eric? Nous savons que c'est un sujet épineux et cela intéresse beaucoup les politiques. Avant le cadre de concertation dont vous évoquez à l'instant, nous savons que par le passé, l'Église catholique a organisé aussi, n'est-ce pas, un cadre, enfin, s'est engagé à réunir des cadres pour discuter aussi sur le sujet du code électoral. Et l'objectif, c'est justement d'amener le gouvernement à revoir sa copie, à procéder à une relecture du code électoral, en tout cas du code qui a été voté. Et selon eux, cela participerait, n'est-ce pas, à mettre les acteurs politiques au même niveau dans une compétition électorale. Je pense que c'est ce même registre de discours que nous avions entendu
avec ce cadre à l'occasion de leur conférence de presse. Donc je pense que c'est un sujet que nous connaissons et cela fait un moment que plusieurs voix s'élèvent justement pour souhaiter que nous allons vers une relecture. Et donc, dans la démarche, dans l'absolu, je pense que dans un système démocratique, on peut, comment on dit, observer ces genres d'activités au nom de la liberté d'expression de ce que un groupe d'individus, n'est-ce pas, s'intéresse à un sujet, à une question, et puis donne véritablement son point de vue. Mais dans la démarche, ce qui me dérange, c'est que des problèmes, que ce qui est de l'ordre politique, qu'on en fasse le problème de tous les Béninois. Qui est relecture du code électoral ou pas, je ne sais pas en quoi ça peut nous permettre de sauver notre jeunesse du tabagisme, de l'alcoolisme qu'on a évoqué hier. Nous savons que ce week-end écoulé, Parakou a été victime d'inondations. Dans le reportage que nous avons diffusé hier, les personnes interrogées on fait savoir que personne n'est venu à leur secours. Ils n'ont reçu la visite de personne. J'aurais aimé justement que le cadre, l'énergie avec laquelle on demande la relecture du code électoral, qu'on exige aussi que l'assistance de l'État soit plus rapide, que des personnes qui sont en situation aussi difficile à la veille d'une rentrée ne reçoivent aucune assistance, en tout cas pour l'heure. Pour moi, ça pose un problème. Et cela semble ne pas intéresser ni les politiciens, ni ces groupes de personnes qui voudraient bien entendu réunir les esprits de ce pays dans ce débat du code électoral. J'espère que quand on aura fini d'évacuer véritablement le sujet du code électoral, on va finir par s'intéresser, n'est-ce pas, à la vie des Béninois et à leurs problèmes. Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. C'est vrai, hier, j'ai lu l'éditorial justement de Anissé Kalosoké dans Fraternité, et il disait fraîchement rentré des vacances, à supposer que c'en était vraiment. Et depuis quelques jours, Patrice Talon ne peut bénéficier du moindre répit. Il reprend le gouvernail pour affronter des courants rapides, des tourbillons et des gorges profondes que sa propre gouvernance ainsi que l'opposition politique en face ont dressé sur son chemin. Il sait que des pirates sont à l'affût, prêts à l'abordage à la moindre avance. Est-ce que c'est ce que nous observons, n'est-ce pas, sur ce débat du code électoral? Après, on verra bien la faisabilité. Je vois très mal la Cour revenir sur un dossier, n'est-ce pas, qu'elle a fini de traiter, qu'elle a fini de juger. On va aborder justement le comportement éventuel que pourrait avoir la Cour à cette occasion-là, Franck. Le débat revient. Le débat revient. Je note premièrement que la vie politique de notre pays continue d'intéresser et intéressera toujours les Béninois. Avant même d'en venir au fond par rapport aux récriminations qui sont faites sur ce national juridique, je pense que on pouvait s'y attendre parce que depuis que le document est sorti du Parlement et qu'on a commencé par évoquer certaines dispositions, on n'a jamais manqué ce jour-là où il y a eu des inquiétudes qui ont été soulevées par les politiques, les acteurs de la société civile et beaucoup d'autres personnes. Donc c'est tout normal que des gens aillent devant le juge, c'est-à-dire lui qui est aujourd'hui l'arbitre, qui peut départager X et Y, qui ne s'entendent pas sur telle ou telle chose, ou qui ont disons, des appréhensions sur telle ou telle disposition du code électoral. Je pense que c'est de la vitalité de notre démocratie également. Si vous avez la possibilité, lorsque vous avez des craintes, lorsque vous avez des inquiétudes, d'aller les soumettre à un juge, je pense que cela, c'est de l'ordre normal des choses. Mais après cela, je pense que jusqu'à ce que le code sera éprouvé, c'est-à-dire que lorsque nous allons organiser les prochaines joutes électorales sur la base de ce code-là pour véritablement en déceler les insuffisances. On ne peut pas me dire que parce que c'est sorti du Parlement, parce que c'est des députés qui ont voté cette loi-là, que c'est une loi indemne de critique, que c'est parfait, qu'on peut évoluer sans avoir des difficultés. Aucune loi d'ailleurs n'arrange tout le monde. Donc, on aura toujours des réactions jusqu'à ce que nous expérimentions ce code-là pour voir si véritablement ça règle des problèmes pour lesquels on a voté ces dispositions, ou bien si ça en crée d'autres. Et il n'y a que le juge constitutionnel qui puisse nous situer.
Donc, ce faisant, je pense que chacun sera situé et au fur et à mesure que des plaintes seront portées, des recours seront portés devant les 7 sages de la Cour, on va évacuer et éliminer point par point les inquiétudes qui se posent. Maintenant, lorsque Eric parle d'autres problèmes auxquels on devrait porter plus d'attention, c'est bien normal. Mais il y a également la politique. Si dans un pays il y a une instabilité, disons politique, vous n'aurez même pas le temps de parler d'inondation. Même dans l'eau, vous allez craindre pour votre vie. Même affamé, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher à manger. Je me rappelle encore la situation de 91, surtout qui était prononcée dans le nord du pays. Moi, j'étais tout petit, mais c'était véritablement inquiétant. Le stress était à son paroxysme. On ne pouvait pas sortir pour aller s'acheter une boule d'acassa au quartier. Il faut jouer véritablement au malin, au vigilant pour aller se prendre. Donc, c'est pour dire que nous avons besoin d'asseoir un climat paisible, un climat qui nous permette de mieux nous comporter lors des élections. Et cela ne peut que se faire avant les élections. Moi, je suis tout heureux lorsque je vois que les gens s'y intéressent davantage à quelques 2 ans de ces élections cruciales de 2026 qui s'approchent. Parce que ces élections, on ne les avait jamais organisées de façon telle que ça vient. Les élections générales, on ne les avait jamais organisées dans notre pays. Ce sera un test grandeur nature. Ce sera véritablement le moment encore de tester notre démocratie. Et donc, on a envie de nous débarrasser de beaucoup d'inquiétudes et de suspicions. William, une évidence est que la date d'anniversaire de la démocratie dans un pays, c'est la date des élections. Sinon, les dates des élections, résultats provisoires, résultats définitifs et contentieux électoral vidé. Au nom de ce principe, il n'est nullement nuisible à une démocratie de travailler à la consolidation des textes qui fondent l'organisation de la vie démocratique, notamment du tournant le plus important ou l'un des tournants les plus décisifs, c'est-à-dire les élections, encore avec la forme qu'elles ont chez nous, la forme d'élections générales. Sur le principe, il faut qu'on s'attende encore. Maître Fallet disait, l'avocat des démocrates disait en avril qu'on n'en finira pas avec les recours avant 2026, avant l'application. En voilà encore, sous la forme cette fois d'une pétition. Soyons rassurés, il y en aura, il y en aura, il y en aura encore, parce qu'aucune disposition n'interdit dans notre pays que des lois déclarées conformes à la Constitution par le mécanisme de l'exception de constitutionnalité ne puisse pas revenir devant la table du juge constitutionnel. Et je pense que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de notre pays que le juge constitutionnel trouve qu'une loi peut entrer en vigueur parce que conforme à l'esprit de notre Constitution et qu'ensuite, à l'épreuve, on trouve qu'une disposition particulière ou quelques dispositions de cette même loi entravent le bon fonctionnement des piliers de notre Constitution, de notre État, de notre vivre ensemble, et qu'au nom de cela, il fallait revenir là-dessus. En déclarant conforme la loi du 5 mars dernier, le nouveau code électoral, je ne sais plus s'il est si nouveau que ça, il a fait tellement de tollé que finalement il est très connu, plus que des lois qui sont séculaires dans ce pays. Ce code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le juge constitutionnel béninois sur la demande du président de la République. De ce fait débouté, la Cour a de ce fait débouté tous les requérants qui, pour une raison ou une autre, parrainage, seuil d'éligibilité, suffrage, tous les verrous tendant à lever des sièges, sur ces questions-là, la Cour constitutionnelle a trouvé que tous les requérants qui étaient venus ont des arguments peu pertinents par rapport à l'esprit du texte législatif qui a été adopté. Maintenant, par autorité de la chose jugée, ne vous attendez pas au miracle sur les mêmes récriminations. Sur cet aspect-là, le problème qui se pose d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on revient sur la question alors que la Cour a tout évacué? Parce que le Bénin est toujours Bénin et un état de droit. Et toutes les fois qu'on sera dans un état de droit, tous les textes, à quelque niveau que ce soit, pour nourrir leur légitimité et exister du point de vue légal, auront besoin d'être conformes
à la Constitution. Mais c'est déjà déclaré conforme à la Constitution. Oui, pourquoi mais ce ne sera pas la là-dessus? première fois qu'un texte déclaré conforme à la Constitution, dans une ou deux de ses ramifications, ou trois même de ses ramifications, échapperait, ou vigilance échapperait au juge constitutionnel. Ce ne serait pas un crime écoutez, l'ancien code électoral contenait des erreurs matérielles que nous avons traînées pendant je ne sais combien d'années, de 2018, si je ne me trompe, justement j'ai la date, de 2018 à 2023. On a traîné des erreurs matérielles pendant 5 ans, et c'est élémentaire, c'est basique. Donc au nom de ce principe, c'est bien possible. Il y avait une rupture d'égalité dans l'ancien code électoral, on l'a traîné longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de recours contre, c'est pour dire en fait que ce n'est pas une magie qu'on se découvre en train. Vous savez, il y a des lois comme la loi sur la nationalité, le code des personnes et de la famille, qui à l'épreuve de plusieurs décennies ont relevé des insuffisances. Donc, éprouver le plus longtemps possible la ténacité de ce fameux code électoral dit conforme à la Constitution, c'est la chose la plus normale qui puisse arriver à notre démocratie. Oui. Votre question trouve sa source dans tout le spectacle que nous avons eu avant justement ce vote-là. Qu'il vous souvienne, nous allons rapidement remonter le temps très brièvement pour voir un peu tout ce qui s'était passé. Il y a eu dans le temps cette loi qui atterrit sur la table des parlementaires et nous avons vu le cas de concertation de la société civile qui a insisté à un moment donné pour qu'il y ait concertation et que la décision, le vote ne soit fait dans précipitation et qu'il y a des aspects dont il faut tenir compte et qu'il fallait, le plus important, il fallait mettre toutes les intelligences autour de ce travail. Elle a même proposé justement des amendements. Donc, ça n'a pas été pris en compte. On s'en souvient tous. La loi a été votée quand même dans des conditions que nous connaissons tous. Et il y a eu des recours. Nous avons suivi également ce scénario d'une kyrielle de recours. Il y a des recours qui n'ont même pas été évalués parce qu'ils ont été déclarés irrecevables. Il y a d'autres qui ont été évalués justement. Et c'est sur la base de cette évaluation que la Cour a déclaré conforme le vote de cette loi. Donc quand vous regardez tout le scénario qui s'est produit de la conception au traitement jusqu'à la validation par la Cour, on sent qu'il y a un malaise au niveau du vivre ensemble, un malaise au niveau de la consolidation de l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui estime qu'elle est isolée, qu'elle est exclue des élections. Il y a une autre classe qui estime que c'est la voie et la seule voie à adopter pour pouvoir avoir le résultat. Est-ce que c'est ça qui explique l'insistance? J'en viens. Dans les deux cas, justement, nous avons vu une position adoptée par certains. D'ailleurs, je veux parler du clergé qui a réuni certains hommes politiques pour échanger bien après, justement, la validation par la Cour constitutionnelle qui a échangé. Et nous avons vu aussi la position de la mouvance en son temps. Parce que c'était une manière de voir ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut amender? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Nous n'avons pas vu. La mouvance a adopté simplement la politique de la chaise vide. Et aujourd'hui, si éventuellement on se retrouve devant la Cour constitutionnelle, moi je pense que cela se ressentait tellement, il y a un vide qui se ressentait puisque la Cour constitutionnelle doit garantir les principes de l'état de droit et la sécurité juridique. Et la Cour constitutionnelle ne vient pas vous dire ce que vous allez faire. La Cour constitutionnelle statue sur la requête et c'est le contenu de la requête. Si aujourd'hui un individu ou un citoyen estime qu'il y a des éléments, de nouveaux éléments qui peut-être peuvent permettre aux sages de la Cour constitutionnelle de revoir leur position dans l'interprétation de la loi qu'ils avaient eu à faire, il est libre de soumettre justement, parce que la loi lui permet de soumettre justement cette requête, et maintenant au sein de la Cour constitutionnelle de voir si éventuellement cela se fait. Maintenant le plus important déjà, c'est de constater que jusqu'à présent, il y a un malaise profond par rapport à cette loi fondamentale qui devrait normalement unir tous les bénévoles du Nord. Quand vous parlez de malaise justement, j'ai l'impression que le code électoral, ça aura été le test qui aura... Enfin, ma mémoire ne me propose pas de souvenirs autre que ça. Cela a été le test, ma foi, qui aura divisé jusqu'aux confins même des acteurs religieux. On se rappelle ces imams de Parakou aussi qui ont pris position. On se rappelle tout le tollé que cela a créé dès lors que les catholiques ont lancé le débat. Maintenant, ce sont les évangéliques qui s'en mêlent. J'ai bien l'impression que jusqu'au niveau des religieux, ça divise, Franck. Oui, mais moi je dis que ça a toujours été comme ça au Bénin. C'est d'abord les politiques qui
au vote, surtout par rapport aux lois électorales, il y a toujours eu un peu de remue-ménage, parce que si ce n'est pas la mouvance qui n'est pas satisfaite, c'est un groupe de politique, ou c'est l'opposition carrément qui n'est pas satisfaite. Et donc, pour ce qui concerne les élections, les Béninois y attachent du prix. Et donc, lorsqu'une loi est votée, vous allez les voir, on va décortiquer, on va lire entre les lignes pour voir si il y a des dispositions qui n'arrangent pas tel ou tel. Et donc, ce débat, c'est un éternel débat et ça ne prendra jamais fin. Même après les élections, vous allez voir, on va y revenir et ce sera encore, c'est comme un mandat. C'est-à-dire que lorsqu'on vote une loi, on en parle jusqu'aux élections. Et ceux qui en parlent, lorsqu'on organise les élections, quand ils ont raison, ils viennent sur la place publique pour dire « mais je vous l'avais dit ». Même au niveau de l'opposition, lorsque la loi arrange, exprès, on cherche à parfaire tout ce qui est... Ce n'est possible sous aucun ciel à travers le monde. Dans une loi, vous allez trouver des dispositions qui vous arrangent un peu, beaucoup plus, qui désavantagent l'autre. Tout dépend de la position que vous occupez au moment où la loi a été votée. Maintenant, on peut s'accorder sur le minimum, on peut trouver le juste milieu pour que cela ne soit pas des gènes de division qui nous amènent peut-être à des troubles après les élections. Et là encore, il revient à l'État d'assurer, parce qu'on sait qu'il y a de ces petites récriminations qui sont faites sur une disposition qui est votée, une loi qui est votée. Je pense que nous pouvons y arriver. Et moi, ce qui me dérange, vous allez voir, lorsqu'on va tous devant la cour, que ce soit opposant ou on dit qu'on fait des recours, mais lorsque la cour rend sa décision, on n'est jamais d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La décision de la cour est sans recours. Et c'est le dernier qui prononce sa décision et qui dit, mettons tous la balle à terre, mais quand on le fait, on trouve que on aurait pu faire tel. Finalement... Oui, mais on est en démocratie, c'est pas parce qu'on les appelle les 7 sages que ça y est, ils ont la science infuse. Dès lors qu'ils prennent la décision, je suis d'accord. On peut tout dire à propos. C'est pour dire qu'on ne finira jamais d'en parler. Oui, William, qu'est-ce que les religieux viennent chercher avec des tests politiques? Ils ont toujours eu des intrusions en politique. On a vu des religieux avoir des révélations pour les candidatures de X ou Y dans ce pays. Ils le font parfois par bonne foi, parce que préoccupés par l'avenir du pays. Ils le font aussi parfois pour des pitances. Ne maquillons pas les mots. On a vu des religieux prendre fait et cause pour des politiques dans ce pays. On a vu des rois susciter des candidatures. Donc, jusque... Ils sont avant tout citoyens. Ils sont citoyens, je reconnais. De citoyenneté, mais vous savez, ce sont des leaders d'opinion et des gens des droits de la santé sexuelle et reproductive vous diront qu'on les appelle des personnes détentrices de pouvoir. Parce qu'à leur langue, à leur geste, il y a beaucoup qui peuvent s'aligner. Tout simplement parce que ceux-là réfléchissent par procuration, par vie de ces leaders religieux-là. Donc, on est partagé, hein, c'est pour la bonne cause par endroit, c'est parce qu'en bon citoyen, on est bien frileux. Des codes électoraux nous ont amenés à nous entretuer ici. Un code électoral précisément, des pièces toutes faites, créées en plein processus électoral par une cour constitutionnelle, des pièces comme celle-là nous ont amenés à tirer les uns sur les autres. C'est pourquoi les religieux aussi se tiraillent par rapport au code électoral. C'est normal qu'on se tiraille en tirant le drap de son côté quand on a des casquettes politiques ou en sonnant l'alarme ou en criant, en montant au créneau pour qu'on ne dise pas qu'entre-temps on s'est tous tués et par silence on a tous donné le consentement à ce qui ne devrait pas être en fait, parce que les politiques eux peut-être sont déplumés à propos, très bien campés, chacun de son côté sur la question. La société civile pas écouté parce qu'elle a voulu discuter en commission avec les députés. On lui a opposé une fin de non-recevoir. Entre-temps, il se contente d'aller lire l'actuel code après les décisions de la Cour constitutionnelle pour savoir peut-être comment revenir en force. Mais pour le temps qu'il se passe aujourd'hui, ils sont en léthargie. Les religieux vous diront qu'ils sont aussi de la société civile et que c'est au nom de ce mandat. J'ai écouté les fondements de leur conférence de presse hier. J'entendais un d'entre eux dire que c'est parce qu'en tant que cadre de concertation, ils ont le droit également d'opiner sur un ou deux sujets qui concernent l'intérêt général, l'intérêt national. Donc,
Même si les éboueurs en l'association parlent du code électoral, ils en ont le droit, ils sont des citoyens. Regardez combien oui, ils en ont le droit, ils sont des Béninois. Même si nos frères qui sont malades mentaux peuvent dire code jusqu'à ajouter électoral, ils peuvent se mettre en association, on dira l'association des personnes en déficience ou en démence qui prennent peut-être... Je suis bien sérieux, c'est une caricature à ma manière pour dire que tout Béninois, tout citoyen béninois peut s'inquiéter d'abord de l'enjeu lié au code électoral et qu'ensuite, notre récente histoire, ne soyons pas amnésiques, restons sur terre. À part ceux qui défendent et qui prennent... Moi, j'ai par rapport religieux. Vous savez, je ne sais pas... Mais je vous avais fait la question, vous êtes allé... Vous savez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant 90, mais les religieux, on repère lorsqu'ils s'intéressent de plus en plus à la politique à partir de 90, avec la forte, influence de Monseigneur de Souza, qui a apporté beaucoup à tout ce qui a eu lieu au niveau de la conférence. Je pense que depuis ce temps-là, les religieux de plus en plus trouvent une certaine aisance à discuter des sujets politiques, à discuter des questions qui sont parfois éminemment politiques. Je pense que c'est depuis ce temps, et ça ne va pas finir. Maintenant, ce qui gêne, c'est parfois des positions qui laissent perplexe. Vous voyez des religieux prendre des positions où vous vous demandez, mais est-ce que c'est des citoyens? Pourquoi est-ce que un religieux qui prend une position, pourquoi est-ce que c'est un cataclysme? C'est un citoyen. Pas un cataclysme, mais William l'a si bien dit, c'est des gens dont la voix porte très loin. C'est des gens qu'on considère par griffe, qui ont une certaine sagesse lorsqu'ils prennent la parole. Et donc, votre posture est, ma foi, raisonnable. Tâchez ou travaillez à raisonner justement celui qui a pour édifier. Pour édifier. Pourquoi est-ce qu'on crie à haut sur le baudet? Oui, Eric, et puis on s'en prend à lui. Non, pour le rôle des religieux, je pense que nous sommes dans un environnement où quand il y a des questions à polémique qui risquent de compromettre la cohésion sociale, l'union des citoyens, ils se sentent responsables. Et à partir de cet instant, ils estiment que c'est aussi de leur devoir de pouvoir orienter, n'est-ce pas, les gouvernants sur le droit chemin, de sorte à nous éviter, n'est-ce pas, des événements assez tendus où il faut déplorer, n'est-ce pas, des morts. Et donc je pense qu'ils sont en avant-garde. Et pour eux, il faut garder la maison au calme, avec les ingrédients de paix, de justice et tout ce qui va avec. Et je pense que ce rôle, ils l'ont toujours fait. Et d'ailleurs, nous leur demandons justement de veiller toujours au grain à ce que, au niveau de la société, que les différents acteurs puissent, n'est-ce pas, être soucieux du vivre ensemble. Bon, là où il faut peut-être essayer de limiter un peu leur action, c'est de ne pas jusqu'aller, n'est-ce pas, à prendre des positions politiques, à orienter, n'est-ce pas, l'action d'une communauté à l'endroit d'un candidat. Ils le font dans les chapelles très bien, vous le voyez, c'est des consignes qui sont données. Oui. Après, nous savons qu'en le sein, j'avais mon prêtre, donc je ne sais pas de quoi il parle avec les religieux. Faites un tour à la veille des élections, vous allez comprendre quelque chose. Après, nous savons qu'en le sein, ce n'est pas des pratiques qui sont encouragées. Nous connaissons le rôle des religieux dans un environnement donné. Ils aident leurs fidèles, n'est-ce pas, à pouvoir, comment on dit, suivre une doctrine religieuse avec les principes et les valeurs, tout ce qui va avec. Là, justement, ils ne sont pas là pour demander à des fidèles voter telle personne, voter contre telle personne ou pas. Nous le savons. Et quand il y en a qui, dans l'effectif, arrivent jusqu'à ce niveau, je sais qu'à leur niveau, il y a des mesures qui sont obligées de prendre vis-à-vis de ces religieux. Et donc, je pense que le rôle qui consiste à orienter, à conseiller, n'est-ce pas, nous avons toujours besoin que les religieux jouent véritablement ce rôle. Après, moi, je me dis au nom des principes démocratiques, et ça, je pense que c'est peut-être pas hypocrisie, ou peut-être, soit nous le savons, ou voilà. On essaye de définir ce système, chacun en fonction de son intérêt. Oui, nous sommes en démocratie. Et on va faire des questions politiques notre pain quotidien, matin, midi, soir. Je pense qu'à un moment donné, il faut demander aussi à nos politiques de savoir s'abstenir.
n'est-ce pas, de savoir s'abstenir, de donner raison aux institutions qui jouent un rôle, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. La loi a été votée, la Cour, selon les arguments qu'on lui avait présentés, a fait un travail, n'est-ce pas, éprouvons le code qui a été voté et tirons les conclusions et nous allons repartir. Moi, je pense que à chaque fois, nous risquons donc de rester dans ce débat de façon éternelle, comme si notre vie en dépendait. Oui, Franck l'a évoqué, si nous sommes dans un environnement qu'au plan politique, nous avons des conflits. Moi, je ne le souhaite pas. Votre vie dépend justement du code électoral. Moi, je ne le souhaite pas, mais c'est à croire que justement que ça devient notre vie économique, notre vie sociale, et puis matin, midi, soir, on est dedans. Alors, qu'est-ce que Très rapidement. La question, elle est très simple. Qu'est-ce que les religieux viennent chercher dans ce camp? La question est très simple. Les religieux font partie intégrante, à part entière, de la société civile. Et par conséquent, ils ont aussi ce droit d'opiner sur la question politique, puisque qu'on le veuille ou non, la politique étant l'art de gérer la cité, tout ce qui se décide en politique rejaillit sur eux et ils vivent ça au quotidien comme tous les autres citoyens. Une stratégie qui aurait été efficace, c'est de parler à l'oreille de ces acteurs politiques. Quand vous parlez à l'oreille, quand vous parlez à l'oreille, quand vous parlez à l'oreille politique, quand vous parlez à des hommes politiques qui ne vous écoutent pas, la meilleure solution, c'est de faire des sorties politiques pour que demain, qu'on ne dise pas, les sages se sont tus. Parce que quand vous parlez à l'oreille politique, c'est peut-être le politique et vous seul qui l'entendez. Et les autres après diront, en son temps, où était le clergé? En son temps, où étaient les confessions religieuses? Et ça, c'est les questions que nous devons nous poser. Et maintenant, la question là où nous devons nous inquiéter, c'est que effectivement, quand des sorties religieuses se font, il faut que cela soit fait avec assez de bonne foi. Puisque nous avons vu aussi dans ce pays... Non, je vais vous le dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple très simple que nous avons tous vécu au Bénin. Nous avons vu des confessions religieuses, dont j'étais le nom, qui subitement ont applaudi de la validation du code par la Cour constitutionnelle, mais aussi ont demandé au peuple de soutenir le président de la République dans ses réformes. Et dans le même temps, nous avons vu quelqu'un, toujours un membre de cette confession religieuse, se détacher subitement pour dire que ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont été invités à cette conférence de presse. Et que subitement, il vient à cette conférence de presse. Ça, c'est pour faire comprendre qu'entre-temps, il y a la mauvaise foi qui sort parfois de leur conférence de presse. William Placebo. L'État et l'Église sont jumeaux. Oui, mais il y a longtemps qu'on les a séparés, hein? On n'a jamais pu les séparer. On a séparé l'Église. Il y a eu la défenestration de Prague, il y a eu la différenciation de l'État. Il y a eu l'État moderne, il y a eu la différenciation entre la papauté et les autorités de l'État. Il y a eu toutes les formes d'État que nous avons aujourd'hui, mais l'Église et l'État sont intimement liés et pas parallèles. Les autres confessions qui veulent se mettre aussi au même rang que l'Église veulent aussi discuter tête à tête ou veulent aussi avoir la même place dans un État que l'Église. Quand j'ai fini de dire ça, je dis à côté que, vous savez, tout le monde a le droit de s'inquiéter, de prendre position, de prendre toutes les colorations. Ceux qui sont les plus sages ou prétendument ont la plus grande sagesse, davantage doivent parler parce que nous sommes en perte de repères dans notre société. Finalement, personne ne parle. Tous sont finalement interdits de parler. Donc, si même les religieux doivent être interdits de parler, même si c'est pour dire des bêtises, finalement, il n'y aura personne pour parler. Il faut dire, il y a fait avancer le débat. Je ne sais pas si ils vont reculer, mais au moins, ils disent des choses qui nous rappellent qu'il y a un débat en cours. Sinon, on dira un jour, mais on nous demandera ça. Vous savez, on va finir avec le dernier axe. Est-ce que la langue officielle, c'est le français? Non, mais... D'accord. Vous savez, alors, qu'est-ce que les sept sages vont faire par rapport à le rôle des religieux? Oui, mais Roland Leroux, je suis d'accord avec ce que vous l'avez dit. Ça continue. Les sages doivent parler, les sages doivent parler, les sages doivent conseiller, les sages doivent orienter nos gouvernants, n'est-ce pas, à prendre de très bonnes décisions. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de chaque confession religieuse, au niveau des rites, il y a toujours des occasions où on prie pour le chef de l'État, on prie pour les membres du gouvernement, on prie pour les chefs, les présidents des institutions. Allez, après, est-ce que les sept sages
quand je prends la sortie du cadre de concertation des confessions religieuses, je ne sais pas à quand remonte la dernière sortie et c'était quoi le sujet. Voyez-vous, moi, c'est le tout politique qui me dérange. Parce que nous avons des problèmes de société. Nous avons des jeunes qui traînent des problèmes. Nous avons des familles qui souffrent, qui ont des problèmes. Et on ramène tout aux politiciens. Tout aux politiciens. La bonne dame qui a vu l'eau envahir sa maison et qui dit « Depuis le vendredi, j'ai vu personne. Personne n'est venu m'assister. » Mais les politiciens sont où? Ils sont où ces politiciens? C'est les politiciens qui doivent aller ou non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Oui, c'est un exemple avec le dernier L'État, on va se demander qu'est-ce que l'État constitutionnel pourrait faire ou pourrait dire le 12 septembre prochain, étant donné que c'est à cette date qu'elle va se prononcer par rapport à ce recours-là. Est-ce qu'elle va dire, bon, écoutez, tout ce que j'avais dit avant et par le passé, bon, en réalité, je m'étais trompé, ou bien monsieur le citoyen... Vous ne m'avez pas suffisamment entendu, donc je vous... Oui, donc vous ne m'avez pas suffisamment entendu, je vous réitère que tout ce que vous m'envoyez là n'a rien à voir avec le contenu du code. Ou bien est-ce que les 7 salles vont dire, bon, écoutez, bon, là, franchement, on s'est fourvoyé, je vous entends maintenant, cher député... C'était dans un profond sommeil? Oui, venez entendre ce que les gens disent avec moi ici. Oui. Je le disais tantôt, la Cour constitutionnelle, par principe, doit respecter les principes de l'état de droit et surtout la sécurité juridique. La Cour constitutionnelle ne vient pas mettre dans une requête ce qui doit être. La Cour constitutionnelle statue sur les arguments que le requérant envoie. Si vous envoyez des arguments qui ne tiennent pas, la Cour constitutionnelle statue sur ces arguments. Si vous envoyez des arguments qui peuvent amener la Cour constitutionnelle à revisiter sa position, mais là, ça veut dire que vous avez gagné. Mais attendez, la Cour constitutionnelle ne s'est pas dédiée de sa propre juridiction. Récemment, on l'a vu. Nous, on l'a vu. Même si on l'a expliqué de façon très juridique. Le plus important, c'est que le requérant doit pouvoir avancer des arguments. Et s'il trouve encore des éléments nouveaux capables de faire une lecture nouvelle de ce qui a été interprété par le temps, je pense que c'est à la Cour de décider. Depuis la nuit des temps, les codes électoraux ont toujours eu un caractère exclusif. Parce que dans ce code, justement, il y a des critères d'exclusion et des critères d'inclusion. Et lorsque vous parlez de ce que... Quels sont les critères d'inclusion? Non, allez, lis le code. Moi, je l'ai aussi pas remarqué. Quels sont les éléments les gens, on a eu le temps de... Vous faites confiance aux gens, hein? On a eu le temps de... Je suis d'accord avec vous. Nous avons pris pratiquement 3 mois, n'est-ce pas, à décortiquer le code électoral. Les politiciens ont pris d'assaut le plateau. Donnez ça, Et même les mouvanciers, ils vous diront, allez interroger les mouvanciers, ils vous diront, dans ce code-là, il y a des principes, facteurs d'inclusion, nous qui nous excluent nous-mêmes. Alors que c'est des gens qui ont soutenu, qui soutiennent l'action du gouvernement et donc les projets qui viennent et tout. Et donc moi je pense que les 7 sages vont, Ulrich a déjà tout dit, on va dire à chacun si votre argument est pertinent ou si ce n'est pas pertinent. Et la Cour va dire, la Cour ne va pas se dédire. Tout ce qui avait été dit, la Cour ne reviendra pas sur ça pour dire, écoutez, j'avais dit que c'est... C'était conforme à la Constitution. Maintenant, il y a un citoyen très intelligent qui m'a fait remarquer qu'en réalité, il y a des choses... Pour lui donner des coups de sagesse, quelques astuces pour revenir sur sa décision. Vous n'aurez pas ça. Mais on dira au citoyen, tu as raison, tu n'as pas raison, c'est tout. Et on va lui renvoyer sa copie. Et puis, la vie va continuer. Ah oui, c'est si simple. Oui. Ce que vous disiez, c'est bien possible. Que la Cour dise par inadvertance, ça je n'ai pas vu et tel l'a montré. Par contre, ce sur quoi il ne faut pas halluciner, ce sont les récriminations portées dans les derniers recours. Autorité de la chose jugée oblige, la Cour ne reviendra pas là-dessus. À moins du cataclysme de la jurisprudence, du revirement jurisprudentiel. Et ça, je ne l'espère pas de cette Cour, qui est dans une dynamique donnée. On la lit dans ces décisions depuis. La Cour est dans une dynamique très claire. On ne va pas rentrer dans les suspicions. Ce n'est pas de la suspicion. C'est des gens quand vous lisez le raisonnement. C'est des gens de science, les gens d'un parcours donné, c'est des gens... La science a des connotations. La science prend des connotations conjoncturelles aussi. Et nous sommes en matière constitutionnelle, c'est-à-dire de garantie des droits et libertés fondamentales
contenues dans une constitution. Et là-dessus, nos différentes compositions de cours constitutionnelles dans le temps se sont adaptées aux requêtes qui sont venues devant elles et conjoncturellement ont donné des décisions pour aider à la cohésion au vivre ensemble. Quitte à savoir, en interrogeant l'histoire, si ça a toujours marché. Mais rendons-nous compte que quand on lit la dynamique des différentes décisions rendues par notre Cour jusque-là, la Cour est dans une démarche donnée. On a même travaillé le revirement jurisprudentiel, notamment par rapport à la question du parrainage, par exemple, juste pour atteindre un objectif, dira-t-on, de cohésion de paix. Là-dessus, ne vous attendez pas à ce que la Cour se dédise. Mais si il y a des aspects non évoqués dans les autres recours qui sont nouveaux et sur lesquels le juge peut toujours statuer, dans sa logique ou dans une logique peut-être plus inclusive ou plus qui serait peut-être plus admise de beaucoup plus de gens, la Cour statuerait. Mais quoi qu'on dise, ne vous attendez pas au miracle. Eric, on va finir. Je pense que la Cour ne peut pas inventer des arguments pour rendre une décision, pour faire plaisir à un groupe d'individus ou à une confession donnée. Justement, il faut veiller à ce que les procédures soient respectées. Et c'est en cela que moi, je ne crois pas à ce discours d'absence de démocratie, parce que nous sommes dans le fonctionnement des institutions où un citoyen, n'est-ce pas, peut attaquer une loi et demande à la Cour. Oui, enfin, dans ce que j'ai suivi comme déclaration de presse, oui, absence de démocratie, de liberté d'expression et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, un individu, un citoyen peut attaquer une loi, n'est-ce pas, devant les sages. Et il revient aux sages avec les arguments présentés par un citoyen de rendre une décision. Cela participe du bon fonctionnement des institutions. Et donc, la procédure sera respectée. Je pense que la Cour va examiner la requête de ce citoyen avec les arguments, n'est-ce pas, y compris, et rendra une décision. Que la décision soit en faveur de X ou de Y, ça restera une décision. Que cette même décision compromet l'image de la Cour, tout ce qu'on peut imaginer ou pas, ça reste une décision. Et nous allons prendre ça. Mais Tanguy, une proposition. Le temps est terminé. Une proposition pour vous, juste une proposition. Pour moi, on n'a pas déposé de requête. Ça de recours devant moi. C'est la requête. C'est la requête. Oui. Non, invitez les sachants pour qu'ils nous disent. Ils se cachent, monsieur les sachants. Dieu seul sait combien d'appels j'ai fait hier entre 16h et 19h pour avoir quelqu'un pour venir en parler. Monsieur Droit. Non, bon. Je donne ma langue au chat sur cette question. C'est une galère. Sur certains sujets, mais les gens ne veulent plus parler. Je ne vous apprends rien. Sur certains sujets, c'est la galère. Et si les religieux peuvent au moins nous distraire un peu. Non, je ne dis pas qu'ils ont distrait. Permettez que je finisse. S'ils peuvent continuer par animer le débat, de sorte à ce qu'ils disent tout, ce qui est bien et ce qui n'est pas, s'ils peuvent tout mélanger, mais vous leur demandez pour au moins sortir les félins de leur carrière. Vous leur demandez. Au moins, oui, c'est ce que je leur demande. Moi je dis, en démocratie, il n'y a pas. Je vous dis, en démocratie, il n'y a pas d'idiotie. Il n'y a pas d'idées biscornues. Sortent. Tout ce qui se dit, même les idioties, vous me permettez-moi de revenir sur le mot. On ne va pas au nom de la démocratie promouvoir non plus la bêtise. La mécréance. Parce que je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans un pays où les meilleurs sachants sont dans la politique de la CAP, dans un pays où on a un problème si sérieux et bon, presque tout le monde, personne ne veut en parler. Si des gens qui maîtrisent peut-être très peu le sujet, ça peut au moins leur permettre de revenir à la télé quelquefois, mais parlons d'un problème si sérieux pour qui? Allez, les gars, merci beaucoup. Pour tous. Pour tous. En 2019, les premiers et 2 mai, je ne sais pas combien de Béninois étaient commerçants ou se promenaient dans les rues de Cotonou. Merci d'avoir été là. Je souhaite passer une très bonne journée. Juste après moi, la revue de presse. Son débat. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé hier, le gouvernement n'est plus en congé. Le chef de l'État et son équipe ont repris service après un mois de pause. Fraternité insiste ce matin sur les défis à relever dans différents secteurs. Ainsi, dans le département de la culture, des arts et du tourisme, le quotidien de Menontin suggère, suite à l'adoption en Conseil des ministres le 12 juin 2024 d'une stratégie de marque pays pour le Bénin,
une revue des grands projets structurants. Sur le plan social, le docteur Bruno Moncho, sociologue, reçu en entretien par Fraternité, invite les gouvernants, d'une part, à écouter et satisfaire les attentes des partenaires sociaux en vue d'une rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 apaisée et d'autre part, à accélérer la mise en œuvre du projet Arche. Sur le plan environnemental, le docteur Jean Dossoumou, environnementaliste, attire l'attention du gouvernement sur 2 chantiers majeurs, les inondations et la séquestration de carbone. Loin des défis de l'heure à relever par le gouvernement, l'emblème du jour fait une projection sur l'élection présidentielle de 2026 et identifie les piliers d'une possible victoire du camp de la mouvance dans l'Ouémé. Le quotidien de Porto-Novo affiche à sa manchette les images de plusieurs leaders politiques de ce département, dont Adrien Roubedi, Louis Vlavonou et Augustin Aranvoebla. Restons dans l'Ouémé pour évoquer cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale au 31er au certificat d'études primaires 2024 du département. Après avoir échangé avec les enfants, Louis Vlavonou leur a offert des récompenses en vue de promouvoir l'excellence. L'information est livrée par l'affiche du jour. Pour sa part, le matinal nous rapporte qu'une délégation conduite par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimeyerima, composée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romia Guadagni, et de celui des affaires étrangères, Olusegun Adjari Bakari, est arrivé à Beijing lundi 2 septembre 2024. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la tenue du 9e sommet Chine-Afrique du 4 au 6 septembre. Le thème de la rencontre est intitulé « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau », précise le matinal. Pendant ce temps, Décryptage Info décrypte l'impact des événements climatiques sur l'économie africaine. Le Canard relève que le continent paie un lourd tribut qui se traduit par des pertes économiques de 2 à 5% du PIB et des coûts d'adaptation de 30 à 50 milliards de dollars par an. Face à cette situation, les experts de l'Organisation météorologique mondiale exhortent les pays à accélérer la mise en place de systèmes d'alerte, indique le quotidien d'analyse économique. De son côté, l'économiste nous rapporte qu'en matière de notation financière, l'agence Moody's confirme la note souveraine du Bénin à B1 avec perspective stable. Parlons justice à présent avec le retour du code électoral sur la table des 7 sages de la Cour constitutionnelle. En effet, selon Fraternité, une pétition du sieur Philippe Koupanian sur la relecture du document est prévue à l'ordre du jour de la prochaine audience de l'institution qui devrait se tenir jeudi 12 septembre 2024. En dehors de ce dossier, 8 autres affaires seront examinées par les sages de la Cour. Mesdames et messieurs, clôturons ce tour d'horizon de l'actualité selon les journaux parus ce matin par les déboires des travailleuses de sexe. L'affiche du jour nous apprend qu'elles sont dans le collimateur de la police républicaine. Le matinal précise qu'elles sont nombreuses à être interpellées dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 par les éléments de la police du 12e arrondissement. Selon Bip Radio, cité par le quotidien, l'opération vise à renvoyer les travailleuses de sexe des grandes artères du 12e arrondissement, notamment la zone de Togben, jusqu'au port autonome de Cotonou. Fin de la revue de presse de ce mardi 3 septembre 2024.